Mon père m'a supplié de rentrer à la maison pour les fêtes. Après un vol de 10 heures, elle a ouvert la porte, pas de bonjour. Pas de câlin. Juste, tu garderas les enfants de ta sœur. Nous partons en voyage en famille. Ma sœur a ri, n'essuyez pas votre mort sur elle, les enfants. Ils ont tous ri. J'ai juste souri et dit une seule chose. Et c'est là qu'ils sont devenus fous. L'histoire d'aujourd'hui nous emmène à Charleston, en Caroline du Sud. Je m'appelle Claire Whittaker. J'ai 29 ans et je suis restauratrice d'objets. De vieilles cartes, des cadres fissurés, des toiles déformées, des pièces cassées que les gens croient trop abîmées pour être sauvées. Je vis à Anchorage maintenant, où l'air froid ne m'a jamais dérangé autant que la déception familiale. 3 jours avant Noël, mon père a appelé, sa voix plus douce que je ne l'avais entendue depuis des années. Il a dit que je lui manquais. Que la maison semblait étrange sans moi. Que les fêtes n'étaient pas de vraies fêtes si je ne rentrais pas. Je savais qu'il ne fallait pas faire confiance à cette voix. Mais le chagrin rend les gens stupides de manière très spécifique. Étage 6 mois après avoir perdu mon grand-père, je voulais encore croire que la maison pourrait redevenir un foyer, une fois de plus. Alors j'ai pris l'avion. 10 heures, une escale, un torticolis, un café d'aéroport et cette vieille sensation d'oppression dans ma poitrine que je ressens chaque fois que je troque la paix contre l'espoir. Quand je suis arrivé à la maison à Charleston, il faisait nuit. Les lumières du porche étaient allumées. Des rires s'échappaient des fenêtres de devant. Je me suis approché, portant mon sac de voyage et un petit cadeau emballé que j'avais acheté parce qu'une partie de moi joue encore le jeu, même quand je sais que je ne devrais pas. Ma mère a ouvert la porte, m'a regardé une fois et n'a pas souri. Elle s'est écartée et a dit, « Bien. Tu es là. Tu garderas les enfants de ta sœur pendant notre absence. » Derrière elle, ma sœur fermait une valise. Son fils avait du glaçage sur le visage. Sa fille traînait un lapin en peluche par une oreille sur le parquet. Ma sœur a ri, m'a pointé du doigt et a dit aux enfants, « N'essuyez pas votre mort sur tante Claire. » Tout le monde a ri. Moi non. Je suis resté là, mon manteau encore sur le dos, les fixant tous, et j'ai réalisé que mon père ne m'avait pas fait venir pour Noël. Il m'avait fait venir pour que je sois utile. Et quand j'ai finalement répondu, l'atmosphère de la pièce a changé si vite que ma mère a littéralement agrippé le bord du mur. Avant que je vous dise ce que j'ai dit et ce qui s'est passé après que je me sois avancé dans cette maison, dites-moi, quelle heure est-il pour vous? En ce moment et d'où regardez-vous? Je veux voir jusqu'où cette histoire porte. Je n'ai pas dit un autre mot tout de suite, car le silence a toujours rendu ma famille plus nerveuse que la colère. J'ai enlevé mes gants lentement, posé mon sac près de l'escalier et regardé au-delà d'eux, dans la maison où j'ai grandi. C'était le même large couloir, le même carrelage noir et blanc, le même miroir ancien que mon grand-père polissait avec un chiffon doux chaque dimanche matin. Mais le sentiment était différent. Tout ce que j'aimais dans cette maison venait de lui, pas des gens qui se tenaient devant moi en agissant comme si je venais de commencer mon service. Je devrais expliquer quelque chose avant d'aller plus loin. Ma famille n'était pas riche au départ, mais ils adoraient en avoir l'air. Mon père, Thomas Whittaker, aimait tout ce qui lui donnait un air respectable. Ma mère, Hélène, aimait tout ce qui lui donnait un air admiré. Et ma sœur aînée, Brooke Dalton, a hérité de ces deux instincts. Brooke pouvait transformer n'importe quelle pièce en scène de théâtre. Elle avait toujours le bon rire, le bon angle, la bonne histoire sur la difficulté d'être mère, tant que quelqu'un d'autre s'occupait des parties épuisantes. J'étais le contraire. J'étais la silencieuse, l'utile, celle qui cataloguait les vieilles lettres de mon grand-père quand personne d'autre ne s'en souciait. Celle qui savait quelle argenterie de famille était vraiment en argent sterling et quel portrait avait des dégâts d'eau sous le vernis. Quand j'avais 17 ans, mon grand-père a commencé à m'appeler ses mains sûres. Il disait que le reste de la famille n'aimait que les choses qu'il pouvait vendre, porter, exhiber ou publier. À l'époque, je pensais qu'il exagérait. Plus maintenant. Après l'université, j'ai accepté le poste le plus éloigné que j'ai pu trouver qui semblait encore honnête. La conservation de musées à Anchorage n'était pas glamour, mais c'était réel. Je passais mes journées à sauver des objets endommagés et mes nuits à répondre aux appels de la maison chaque fois que quelqu'un avait besoin de régler quelque chose de fastidieux. Brooke voulait que je relise les dossiers de candidature pour l'école, que je conteste les frais de garderie et que je planifie les budgets d'anniversaire. Ma mère voulait que j'organise l'inventaire de la maison après la chute de grand-père parce que, selon elle,
tu es la seule qui peut lire son écriture. Mon père voulait que je l'aide avec les registres de propriété, les lettres d'impôt, les renouvellements d'assurance, les documents de servitude et tous les affreux problèmes administratifs liés à la vieille maison Whittaker, la même maison qu'il traitait maintenant comme si elle était sienne de droit divin. Et parce que j'étais stupide de manière fiable, j'aidais. Même après avoir déménagé à 2000 milles de distance, j'étais toujours celle qu'ils appelaient. Quand un formulaire était déroutant, une facture en retard, un entrepreneur surfacturé ou un document devait être lu avant que quelqu'un ne le signe aveuglément. La dernière année de la vie de grand-père a tout changé. Brooke n'arrêtait pas de dire que la maison devrait être modernisée. Ma mère parlait constamment de libérer la valeur de la propriété. Mon père laissait entendre que, une fois la succession réglée, il gérerait enfin l'endroit comme un véritable actif. Grand-père a tout entendu. Moi aussi. Et pendant les mois avant sa mort, alors que je passais de longues soirées à son chevet à lui lire des notes de catalogue et des projets de succession, il m'a posé des questions que personne d'autre ne prenait la peine de poser. Qui maintient vraiment cette maison en état? Qui lit avant de signer? Qui remarque quand des choses disparaissent? En qui ai-je confiance pour ne pas vendre ma vie en morceaux? Je ne savais pas alors ce qu'il prévoyait de faire avec ces réponses. Au moment de sa mort, tout ce que je savais, c'est que l'avocat chargé de sa succession m'avait demandé de surveiller mes courriels car certaines décisions finales pourraient surprendre le reste d'entre eux. Debout dans ce hall d'entrée, avec la valise de Brooke qui raclait le sol et ma mère qui attrapait déjà sa tasse de voyage, j'ai réalisé que, alors qu'ils pensaient avoir convoqué leur babysitter non rémunéré, j'étais peut-être arrivé exactement au mauvais moment pour eux. Ma mère détestait être ignorée, alors bien sûr, elle a été la première à craquer. Claire, dit-elle sèchement, comme si j'étais une réceptionniste qui avait raté son tour. Ne reste pas planté là. Nous sommes déjà en retard. Brooke a levé les yeux au ciel et a poussé doucement sa fille vers moi. Emma, va dire bonjour à tante Claire. Caleb, prends ta tablette et ne mets pas de confiture sur le canapé cette fois. Il n'y avait aucune chaleur dans tout cela. Pas de comment s'est passé ton vol? Pas de tu nous as manqué. Juste des instructions, de la logistique, un sentiment de dû. Caleb m'a fait ce haussement d'épaule maladroit que font les enfants plus âgés quand ils savent que les adultes autour d'eux sont bizarres mais n'ont pas encore les mots pour le dire. Emma avait l'air endormie et collante, et trop jeune pour comprendre pourquoi sa mère était déjà habillée pour un voyage qui ne l'incluait pas. Je me suis accroupi, les ai serrés tous les deux dans mes bras et j'ai senti le coup de poignard immédiat du ressentiment qui vient toujours lorsque des enfants innocents sont utilisés comme couverture pour des adultes égoïstes. Combien de temps, ai-je demandé sans lever les yeux. 4 nuits, a dit Brooke. Puis mon père est apparu de la salle à manger, tenant ses clés de voiture, et l'a corrigé. 5 si les routes restent dégagées. 5. Il m'avait supplié de faire un voyage de 10 heures pour qu'il puisse me laisser 2 enfants pendant 5 jours et disparaître. Tu avais dit Noël, lui ai-je dit. C'est Noël, a rétorqué ma mère. Pour nous aussi. Puis elle a fait ce petit geste impatient qu'elle utilisait chaque fois qu'elle voulait transformer la cruauté en bon sens. Honnêtement, Claire, tu vis seule. Tu n'as pas d'enfant. Ce n'est pas exactement un fardeau terrible pour toi. Cette phrase m'a touché plus que le reste parce qu'elle était si familière. Ils ont toujours traduit mon indépendance en disponibilité. Pas de mari, libre. Pas d'enfant, libre. Appartement calme, libre. Une vie professionnelle qui ne tourne pas autour d'eux. Évidemment moins importante que la leur. Brooke a eu un sourire narquois et a dit « Détends-toi. Ce n'est pas comme si tu avais des projets excitants pour les fêtes en Alaska. » J'ai levé les yeux alors, je l'ai vraiment regardé. Manteau camel, manucure fraîche, nouvelle étiquette de bagages, créole en or. Elle n'avait pas l'air dépassée ou désespérée. Elle avait l'air ravie. Sur la console d'entrée à côté d'elle se trouvait un dossier que j'ai reconnu immédiatement car je l'avais assemblé des semaines plus tôt. Correspondance de succession relative à la propriété de grand-père. Mon nom était imprimé sur l'un des onglets. Ma mère a remarqué que je le remarquais et s'est placée devant, trop vite. Ce petit mouvement m'en a dit plus que tout le reste dans la pièce. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. Rien dont tu doives te soucier ce soir, a dit mon père. Trop vite. Trop plat. Toi, occupe-toi des enfants. Voilà encore. La réduction, la rétrogradation.
Je n'étais pas de la famille quand les cadeaux étaient distribués, les décisions prises, les vacances planifiées ou le deuil partagé. Je ne devenais de la famille que lorsque du travail était nécessaire. Emma a tiré sur ma manche et a chuchoté. Mamie a dit que tu serais là parce que tu n'as pas vraiment de famille. J'ai senti un vide dans ma poitrine. Les enfants répètent la vérité de la même manière que les adultes la révèlent par accident. Je lui ai souri parce que rien de tout cela n'était de sa faute, puis je me suis relevé lentement et j'ai posé mon regard sur ma mère. C'est ce que tu leur as dit, ai-je demandé. Ma mère a eu le culot de soupirer comme si je la mettais dans l'embarras. Ne commence pas. Brooke a ri. Oh mon Dieu, elle va nous faire sa tête de victime. Maman, je t'avais dit que ça arriverait. Mon père a regardé sa montre et a dit, nous n'avons pas le temps pour une déshumeur de Claire. Une déshumeur de Claire. Comme si être traité comme une employée après un vol à travers le pays était une phase que je finirais par dépasser. C'est à ce moment-là que j'ai senti quelque chose de subtil en moi. Pas de la rage, exactement. La rage brûle, chaude et stupide. C'était plus froid, plus clair. Le genre de sentiment que j'ai au musée quand je découvre un pigment original sous des années de saleté et que je sais soudainement exactement ce que je regarde. Je n'étais plus confuse. Je n'étais même plus surprise. J'en avais juste fini de prétendre que j'attendais encore mieux. J'ai attrapé le dossier de succession avant que ma mère ne puisse m'arrêter, j'ai jeté un œil à l'entête du cabinet d'avocats en lit et Mercé et j'ai vu la date. Ce matin-là. Quelque chose avait été finalisé ce matin-là. Ma mère a arraché le dossier, mais c'était trop tard. Je ne connaissais pas encore tous les détails. Je n'en avais pas besoin. J'avais seulement besoin de savoir qu'il me cachait quelque chose tout en m'utilisant. Et cette combinaison dans ma famille ne signifiait jamais rien d'inoffensif. Cette première nuit, après qu'il soit enfin parti dans un tourbillon de parfums, de valises à roulettes, de fausses urgences et d'instructions de dernière minute aboyées comme si j'étais une nounou remplaçante, j'ai fait manger les enfants. Leur ai donné le bain et les ai mis au lit avant de me laisser penser. Caleb voulait des sandwichs au fromage grillé. Emma voulait des fraises coupées en étoiles. C'étaient de bons enfants, pas des saints, pas de petits anges de film, juste des enfants ordinaires qui avaient déjà appris à lire la météo émotionnelle d'une pièce. Caleb a demandé si sa mère allait vraiment revenir cette fois-ci, car apparemment Brooke avait manqué plus d'une sortie d'école l'année dernière. Je lui ai dit oui, parce que je n'allais pas charger un enfant de 10 ans avec la vérité des adultes. Une fois qu'il dormait à l'étage, j'ai apporté ce dossier de succession sur l'îlot de la cuisine et j'ai étalé les papiers sous la suspension lumineuse. Il manquait des copies, mais il en restait assez pour me dire ce que ma mère n'avait pas voulu que je voie. La succession avait été clôturée ce matin-là. La maison de grand-père, la dépendance à l'arrière, la collection d'archives et le compte de préservation associé à tout cela avaient été transférés dans un trust. Pas directement à mon père, pas conjointement à mes parents, mais au Walter Whitaker Preservation Trust, avec moi nommé comme fiduciaire gestionnaire par intérim et bénéficiaire résidentiel principal, avec effet immédiat dès le dépôt final. Je suis resté assise là, les mains à plat sur le papier, pendant une minute entière, juste en respirant. Puis j'ai appelé le numéro sur l'entête. Monsieur Henly a répondu à la 3e sonnerie comme s'il s'y attendait. Claire, dit-il, sans paraître surpris du tout. Je me demandais combien de temps cela prendrait. Je lui ai d'abord posé une question. Le savait-il? Il m'a donné la version d'avocat du oui. Votre père a été informé que la maison ne lui reviendrait pas directement en raison des préoccupations documentées de votre grand-père concernant l'épuisement des actifs, la tentative de liquidation d'objets protégés et l'utilisation abusive répétée des fonds d'entretien. Votre mère a reçu une copie de l'avis final. Vous avez été nommé fiduciaire gestionnaire parce que l'addendum de votre grand-père vous décrivait comme le seul membre de la famille qui traitait la propriété comme de l'histoire plutôt que comme un inventaire. J'ai ri une fois alors. Mais il n'y avait rien de drôle là-dedans. Donc il savait ce matin que j'étais la personne avec l'autorité légale sur la maison, dis-je. Et ils m'ont quand même fait venir pour garder les enfants pendant qu'ils partaient en voyage. Cela, dit monsieur Henly prudemment, semble être le cas. Il a expliqué la structure en termes simples. Après cela, la famille pouvait continuer à y résider temporairement, uniquement sous les conditions du trust, aucune vente de mobilier fixe, aucune utilisation de la maison comme inventaire de location à court terme, aucun prêt non sanctionné contre la propriété.
Aucun retrait d'antiquité documenté et aucune modification structurelle sans l'approbation du fiduciaire. Si ces conditions étaient déjà violées, et il soupçonnait fortement que c'était le cas, j'avais le pouvoir de geler l'accès, d'ordonner un inventaire, de changer la sécurité et d'exiger soit la conformité, soit l'évacuation. J'ai pensé aux nouveaux bagages, aux dossiers cachés, à la hâte désespérée de Brooke de me faire entrer et de m'immobiliser, à la panique de ma mère quand j'ai jeté un œil au papier. Puis j'ai pensé à toutes les petites choses de l'année écoulée. L'argenterie de la succession manquante sur les photos. Une chambre d'amis soudainement mise en scène comme une location de charme en ligne. Des avis d'impôts fonciers qui m'étaient transmis trop tard. Mon père posant des questions étranges sur les prérelais et les marges de crédit. Ils allaient utiliser la maison pendant que je gardais les enfants, murmurai-je. Ils l'ont déjà fait, répondit monsieur Henly. Et votre grand-père avait anticipé exactement cela. La partie la plus étrange n'était pas la révélation légale. C'était le calme immédiat qui a suivi. Pas de la joie, pas du triomphe, juste un alignement. Toute la maison avait un sens maintenant. La performance de ma mère, l'urgence de mon père, la moquerie de Brooke. Ils ne m'avaient pas fait rentrer parce qu'ils avaient besoin d'aide avec les enfants. Ils m'avaient fait rentrer parce que la seule personne qui se tenait entre eux et le contrôle total de la propriété venait d'atterrir, épuisé après un vol de 10 heures. Ils supposaient que je sourirais, que j'avalerais la pilule et que je redeviendrais pratique. Monsieur Henly a demandé si je voulais attendre leur retour avant de faire quoi que ce soit d'officiel. J'ai regardé autour de la cuisine que grand-père aimait, la rampe d'escalier sculptée à la main visible depuis l'entrée, le meuble de classement que mon père avait un jour essayé d'ouvrir avec un tournevis parce qu'il pensait que de vieux papiers pourraient contenir des obligations aux porteurs. Et j'ai pris la décision la plus nette de ma vie d'adulte. Non, dis-je. Nous commençons demain. Les 5 jours suivants ont été les vacances les plus paisibles et les plus dévastatrices que j'ai jamais eues. Paisibles parce qu'une fois que j'ai su la vérité, j'ai arrêté de me remettre en question. Dévastatrice parce que chaque pièce de cette maison me montrait avec quelle désinvolture ma famille se préparait à la dépouiller. J'ai maintenu les enfants à un rythme doux. Pancakes, jeux de société, soirées cinéma, promenades sur la digue quand le temps le permettait, chocolat chaud dans des gobelets en papier trop grand pour leurs mains. Caleb s'est ouvert en premier. Il m'a dit que grand-père le laissait garder la vieille pièce à l'étage où se trouvaient les peintures et les papiers, jusqu'à ce que mamie, il voulait dire ma mère. Car les enfants de Brooke appellent mes parents mamie et grand-père, commencent à la fermer à clé et à lui dire de ne pas dire aux invités ce qui s'y trouvait autrefois. Emma m'a fièrement montré une vidéo que sa mère avait filmée dans la chambre d'Ami Bleu, la décrivant comme l'une des suites premium. Mon estomac s'est noué. Des suites premium dans une maison sous trust protégée. J'ai cherché sur les sites de location ce soir-là et je les ai trouvées. Des photos stylisées des chambres de l'Est, de la dépendance, même du bureau de grand-père, annoncées sous un faux nom d'établissement hôtelier avec le numéro de contact de Brooke. Mon père avait également rédigé une demande pour utiliser la propriété comme garantie pour un prêt de rénovation. Rien de tout cela n'avait été approuvé. Tout cela faisait tourner l'écriture de mon grand-père dans ma tête. Ils aiment le patrimoine jusqu'à ce que cela ralentisse leur cupidité. J'ai tout documenté. Monsieur Henly a envoyé un spécialiste en inventaire. Je l'ai laissé entrer pendant que les enfants décoraient du pain d'épices dans la salle du petit déjeuner. Un serrurier est venu l'après-midi suivant pour changer les serrures des entrées extérieures et de la salle d'archives, mais sur mes instructions, aucune nouvelle clé à l'usage de la famille n'a été émise avant que les avis légaux ne puissent être signifiés en personne. Un photographe immobilier a documenté l'usure préexistante, les pièces manquantes et les pièces actuellement mises en scène pour la location. J'ai annulé les annonces actives. J'ai suspendu les réservations non autorisées. J'ai redirigé le courrier du trust vers une boîte postale privée à mon nom. Rien de tout cela n'était dramatique au sens cinématographique. Personne n'a fait irruption. Personne n'a crié. C'était juste des signatures, des horodatages, des notes de chaîne de possession et un homme très calme dans un blazer bleu marine étiquetant des chaises du XVIIIe siècle pendant qu'Emma demandait si son presse-papier venait du Père Noël. Les enfants, pendant ce temps, continuaient de me montrer des morceaux de la carte émotionnelle que j'avais ignorée pendant des années. Brooke leur disait que j'avais de la chance de venir en visite parce que je n'avais pas de vraie famille. Ma mère leur disait que j'étais doué pour aider parce que je n'avais jamais rien construit de moi-même. Mon père s'était apparemment plaint à portée de voix que je collectionne les vieilleries des morts pour gagner ma vie, ce qui est une drôle de façon de décrire la préservation de l'histoire nationale,
mais tout à fait dans son style. Chaque petite simplification cruelle qu'ils utilisaient contre moi avait déjà été plantée dans la génération suivante. Cela faisait plus mal que le piège du babysitting. Au 4e jour, Brooke a commencé à n'envoyer des textos que sur la logistique. Emma a-t-elle fait la sieste? Caleb a-t-il fini son dossier de lecture? Où est le pull violet? Assure-toi qu'ils n'ont pas trop de sucre. Pas un seul message ne demandait comment j'allais. Pas un seul ne disait merci. Ma mère a envoyé exactement un message de contrôle, et ce n'était pas à propos des enfants. C'était pour savoir si quelqu'un était allé dans le bureau de devant. J'ai répondu, beaucoup de monde. Elle a appelé 3 fois. Je n'ai pas répondu. La dernière nuit de leur voyage, je me suis assise au bureau de grand-père après que les enfants se soient endormis et j'ai lu l'addendum final au trust dans son intégralité. Là, nichée entre les clauses légales et les normes de préservation, se trouvait une note manuscrite attachée à la copie signée. Claire, s'ils te font un jour sentir que tu n'as pas ta place ici, souviens-toi que cette maison n'a pas survécu grâce aux gens bruyants. Elle a survécu parce que quelqu'un de silencieux a continué à s'en soucier après que tous les autres soient devenus négligents. Et pleurer alors, non pas parce que j'étais faible, mais parce que pour la première fois de ma vie, quelqu'un dans ma famille m'avait laissé la preuve qu'être la personne fiable n'était pas la même chose qu'être invisible. J'ai replié la note dans sa pochette, essuyé mon visage et envoyé un texto à Monsieur Henly avec une dernière instruction. Quand ils arriveront demain, je veux que les avis soient prêts avant qu'ils n'ouvrent la porte d'entrée. Puis je suis monté, j'ai vérifié les enfants et je suis resté dans le couloir à écouter leur respiration. Ils étaient innocents. Ma vengeance n'allait donc jamais être une question de chaos. Elle allait être une question d'ordre. Un ordre réel, le genre que ma famille n'avait jamais respecté parce qu'il ne pouvait pas être manipulé par la culpabilité. Quand ils sont enfin revenus. L'allée s'est remplie de bagages coûteux, de sacs de shopping et du genre de bavardage détendu que les gens utilisent lorsqu'ils supposent que la partie difficile de la vie les a attendus sagement à la maison. J'étais dans le hall d'entrée avec Caleb et Emma à mes côtés, leur sac à dos de nuit déjà fait parce que l'ex-belle-mère de Brooke avait accepté de les prendre pour 2 nuits une fois les adultes arrivés. Je n'allais pas laisser ces enfants assister à ce qui allait se passer. Mon père a déverrouillé le portail d'entrée, a vu la berline légale garée sur le trottoir et s'est figé. Brooke a continué à rire jusqu'à ce qu'elle me voie debout là, dans un simple pull crème, un dossier à la main et aucune trace d'excuse sur mon visage. Ma mère a regardé de moi à l'enveloppe du coursier de l'avocat sur la console d'entrée et a commencé à secouer la tête avant que quiconque ne dise un mot. Non, murmura-t-elle. Non, non, non. Mon père a d'abord essayé de fanfaronner. Qu'est-ce que c'est, aboya-t-il. Une correction, dis-je. Brooke a laissé tomber ses sacs. Ne me dis pas que tu as vraiment fouillé dans les papiers de grand-père pendant notre absence, lança-t-elle, comme si j'avais fouiné dans son journal intime au lieu des documents du trust liés à une maison que je gérais désormais légalement. Caleb m'a regardé, incertain, et j'ai serré doucement son épaule avant de l'envoyer avec Emma chez la mère de Madame Dalton, qui attendait dans la voiture. Une fois les enfants partis, les masques sont tombés rapidement. Claire, dit ma mère, déjà essoufflée. Quelle que soit la conclusion dramatique à laquelle tu es parvenu, nous pouvons en parler en privé. Nous aurions pu parler en privé avant que vous ne me fassiez traverser le pays pour me laisser les enfants de votre fille, dis-je. Vous avez choisi de ne pas le faire. Mon père s'est avancé. C'est toujours ma maison. Je lui ai tendu la première page. Non, ce n'est pas le cas. Il a balayé l'entête, a vu le sceau du trust et est devenu blême. Brooke a arraché le 2e avis et a lu assez pour comprendre la partie qui comptait. Activité de location non autorisée suspendue. Violation de préservation en cours d'examen. Accès du fiduciaire sécurisé. Occupation résidentielle soumise à des conditions de conformité immédiate. Tu ne peux pas faire ça, dit-elle. Je l'ai déjà fait. Puis, parce que cela me pesait depuis l'ouverture de la porte 5 jours plus tôt, je leur ai finalement donné la phrase qui correspondait à l'expression sur le visage de ma mère dans l'introduction. J'ai souri et j'ai dit, profitez bien du voyage. Mais quand vous êtes revenu, cette maison m'obéissait. C'est à ce moment-là que Brooke a vraiment perdu le contrôle. Elle m'a traité d'amère, de pathétique, de solitaire, de vindicative. Mon père a dit que grand-père avait été manipulé dans ces derniers mois. Ma mère a fait la chose la plus triste de toutes. Elle a essayé de retrouver son autorité morale en pleurant.
Après tout ce que nous avons fait pour toi, murmura-t-elle, ce qui est peut-être la phrase la plus insultante qu'un parent égoïste puisse dire, car elle ignore toujours le calcul. J'ai ouvert le dossier d'inventaire complet sur la table. Argenterie manquante, annonce de location active, pièces préservées mises en scène pour un usage commercial, demande de prêt contre une propriété restreinte, fonds d'entretien mal utilisé. Ils ont tous commencé à parler en même temps, alors j'ai gardé une voix égale et je les ai coupés. Grand-père ne m'a pas laissé cette maison parce que j'étais sa préférée, dis-je. Il me l'a laissée parce que j'étais la seule personne dans cette famille qui ne la traitait pas comme une caisse enregistreuse. Silence. Un vrai silence cette fois. Même mon père ne savait pas comment passer outre. Ma mère s'est assise sur le banc près de l'escalier comme si ses genoux avaient lâché. Non, n'arrêtait-elle pas de murmurer. Il n'aurait pas fait ça. Il n'aurait pas fait ça. Il l'a fait, dis-je. Et il a documenté pourquoi. Brooke a tenté une dernière pirouette. Et maintenant? Tu mets tes propres parents à la porte? Tu humilies ta sœur? Tu brises toute la famille pour des papiers? Non, dis-je. C'est ce que vous avez fait quand vous m'avez transformé en personnel et que vous avez supposé que je vous remercierais encore pour l'opportunité. J'ai ensuite exposé les conditions. 30 jours pour fournir un plan de conformité, fin immédiate de toutes les locations non autorisées, aucun emprunt contre la propriété, restitution des articles documentés retirés de la salle d'archives, toute occupation continue subordonnée aux conditions du trust, et non à la relation de sang. S'il refusait, la procédure de vente pourrait commencer en vertu du langage d'application du trust. Mon père a juré. Brooke a eu ce rire laid et incrédule que les gens utilisent lorsque la réalité est trop chère à accepter. Et ma mère n'arrêtait pas de murmurer, non, pas possible. Pas possible. Parce que quelque part sous tout son égoïsme, elle savait exactement pourquoi grand-père l'avait fait. Il les avait regardés confondre l'accès avec la propriété. Il les avait regardés m'utiliser comme un outil. Il les avait regardés confondre le bruit avec l'autorité. Et maintenant, il avait fait en sorte que tout cela s'arrête en une seule semaine qu'il pensait leur appartenir. Mon père m'a dit que j'étais morte pour lui. J'ai dit que cela m'aurait fait peur il y a une semaine. Brooke a dit que je le regretterais quand personne ne serait là pour moi. J'ai presque ri. Personne n'avait déjà été là pour moi. C'était bien là le problème. Puis je me suis écarté, j'ai ouvert la porte et je leur ai dit qu'ils pouvaient se ressaisir ailleurs pour la soirée, car le conseil du trust avait ordonné que les lieux soient sécurisés en attendant l'examen de conformité. Pour la deuxième fois en une saison de fête, quelqu'un dans cette famille a dû sortir de la maison. Cette fois, ce n'était pas moi. Les conséquences n'ont pas été une seule explosion géante. C'était mieux que ça. C'était une gravité coûteuse et humiliante. Les fausses annonces d'hospitalité de Brooke ont disparu du jour au lendemain, et avec elle un flux d'argent non déclaré sur lequel elle comptait clairement. La demande de prêt de mon père est morte à la minute où les restrictions du trust ont été officiellement signalées à la banque. Ma mère a dû appeler la moitié des gens à qui elle s'était vantée de développer la marque de la propriété et expliquer pourquoi rien de tout cela ne se produisait. Pour une fois, ils n'étaient pas protégés par mon silence. Ils avaient 30 jours et ils ont passé la plupart d'entre eux à faire ce que les gens comme eux font toujours en premier, blâmer la personne qui a cessé de les soutenir. J'ai reçu des textos de cousins sur la façon dont la famille devrait gérer les choses discrètement. J'ai reçu un message vocal dramatique de Brooke m'accusant de voler l'héritage de ses enfants, ce qui aurait mieux atterri si elle n'avait pas passé la semaine précédente à essayer de monétiser l'aile de la nurserie. Mais ensuite, les vérités plus dures ont commencé à faire surface. Grand-père ne leur faisait plus confiance depuis des années. Il avait documenté des objets manquants. Il avait mis à jour le trust après avoir entendu Brooke appeler la dépendance de l'argent facile avec Airbnb. Il avait réduit le contrôle de mon père après avoir découvert que des fonds d'entretien avaient été utilisés pour un VUS en location. Une fois que ces détails ont été révélés par le conseil, les commérages familiaux ont changé. Soudain, je n'étais plus la fille froide d'Alaska. J'étais la petite fille à qui on avait confié un incendie qui couvait déjà derrière les murs. Les enfants sont restés dans ma vie, et cela comptait plus que tout. Brooke me criait dessus. Caleb a commencé à m'envoyer par courriel des photos de ses projets scolaires. Emma m'a envoyé un dessin des marches de devant avec toutes les fenêtres coloriées en bleu parce que le bleu rend les vieilles maisons sûres. J'ai gardé la maison, mais pas comme un trophée. J'ai fait venir des conservateurs,
catalogué correctement les archives et ouvert la dépendance un week-end par mois pour un groupe d'histoire locale, exactement comme grand-père l'avait espéré. Je n'en ai pas fait une marque de charme. Je n'ai pas vendu l'argenterie. Je n'ai pas poli ma vengeance en mépris. J'ai juste protégé ce qui aurait dû être protégé depuis le début. Quant à mes parents, ils ne m'ont jamais racheté parce qu'ils ne le pouvaient pas. Ils ont déménagé dans une location plus petite près de West Ashley après avoir refusé les conditions de conformité pour une occupation à long terme. Mon père a cessé d'appeler la maison la mienne après qu'un avocat l'ait corrigé 2 fois par écrit. Ma mère va toujours à l'église avec des manteaux repassés et des couleurs douces, mais on me dit qu'elle a cessé d'utiliser la phrase « la famille passe toujours en premier » de manière si désinvolte. Brooke a trouvé un condo plus petit, a perdu beaucoup de sa confiance et, pour la première fois de sa vie d'adulte, a dû organiser et payer la garde de ses enfants sans supposer qu'une femme de la famille en absorberait le coût. Cette partie, je ne vais pas mentir, était profondément satisfaisante. Les gens demandent si je me sentais coupable. La réponse honnête est que je me suis senti triste pendant environ une semaine, puis plus légère chaque jour après cela. Parce que la culpabilité ne fonctionne que lorsque vous avez fait quelque chose de cruel. Je ne les ai pas attirés à la maison sous de faux prétextes. Je n'ai pas ri d'eux après un vol de 10 heures. Je n'ai pas délégué ma responsabilité à quelqu'un que je respectais à peine. J'ai juste cessé de coopérer avec le mensonge selon lequel j'existais pour faciliter leur vie. C'était ça, la tempête. Pas d'écrit, pas du verre brisé, pas un discours de vengeance de dessin animé, juste la fin de l'accès, la fin de la supposition, la fin de cette vieille habitude familiale où l'on s'attend à ce que la fille silencieuse porte tout parce qu'elle est trop décente pour le laisser tomber. Grand-père m'a dit un jour, les vieilles maisons survivent parce que quelqu'un remarque la première fissure et se soucie assez pour arrêter de prétendre qu'elle est décorative. Ma famille était pleine de fissures. J'avais passé des années à prétendre qu'elles étaient charmantes. Ce Noël-là, j'ai finalement arrêté. Et s'il y a quelque chose à retenir de mon histoire, c'est ceci. Être gentil ne signifie pas être disponible pour l'abus. Être fiable ne signifie pas se porter volontaire pour être effacé. Et parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez dire aux gens qui ne vous apprécient que lorsque vous êtes utile est exactement ce que j'ai dit quand je me tenais dans ce couloir et que je regardais leur visage changer. Ce qui rend cette histoire si puissante, c'est que la douleur ne venait pas d'étrangers. Elle venait des personnes qui auraient dû aimer et respecter Claire le plus. C'est ce qui rend sa prise de position finale si satisfaisante. Elle n'a pas choisi la cruauté. Elle a choisi le respect de soi, les limites et la vérité. À mon avis, c'est la forme de victoire la plus profonde. Et vous? Claire a-t-elle fait ce qu'il fallait ou auriez-vous géré votre famille différemment à sa place?